Donc le suivi de votre grossesse, moi, je sais pas, en vous regardant, je vois qu'il y en a quand même pas mal qui vont bien entamer le parcours. Donc vous savez que le suivi est important, il peut se faire soit par une sage-femme, soit par un médecin, soit par les deux. Et on peut les voir soit en ville, soit à l'hôpital, soit par les services du conseil général qui s'appelle la PMI, c'est-à-dire dans les centres médico-sociaux le plus souvent. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien sûr, vous avez des consultations. Il est prévu une consultation par mois du 4e au 9e mois. Bien évidemment, c'est quand tout se passe bien. Et si jamais vous avez un problème de santé, vous aurez plus de consultations que celles prévues quand la grossesse se passe sans aucun problème. Il y aura des analyses biologiques, pareillement, il y a des analyses qui sont obligatoires et qui sont bien sûr remboursées par la sécurité sociale. Il y en a d'autres qui vont être fonction du déroulement de votre grossesse et éventuellement des problèmes de santé que vous pouvez rencontrer au cours de votre grossesse. Ensuite, il est prévu 3 échographies. Il y a 3 échographies, une par trimestre. La première échographie, pour celle, je ne sais pas si jamais c'est trop dans le détail, vous me le dites. Hein. La première échographie, donc c'est celle où on va mesurer ce qu'on appelle la clarté de la nuque. Hein. C'est le bébé encore tout petit. Ensuite, on a l'échographie du 2e trimestre, où là, on va faire vraiment un bilan complet de l'enfant. Et ensuite, il y a l'échographie du 3e trimestre, où on s'assure que l'enfant continue de bien se développer. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des échographies régulièrement, tous les mois, tous les 15 jours, ou je ne sais pas combien. Ça ne sert strictement à rien. Il faut savoir, hein, dans ce domaine-là, j'insiste parce qu'on a l'impression que souvent, les échographies, c'est mieux que les mains. Et en fait, j'en parle aisément parce que c'est mon métier, je suis obstétricienne. Les mains, elles nous renseignent largement autant qu'une échographie, sauf pour les malformations. Mais pour tout le reste, avec nos 2 mains, eh ben, on en sait largement autant qu'avec une échographie. Et quand les études ont été faites pour savoir pour le poids de votre enfant, c'est souvent une question à se poser, combien il pèse? Eh bien, on sait que le meilleur pour déterminer un poids, c'est la maman. Si elle a déjà eu un enfant, c'est la maman qui sera la meilleure pour la faire. Le deuxième, c'est la sage-femme ou le médecin qui va vous suivre avec ses mains et son centimètre. Et l'échographie va venir en 3e. D'accord? Donc, c'est vraiment pour vous dire que souvent on veut des échographies, c'est vrai qu'on a, c'est un plaisir hein, de voir son bébé sur un écran et bouger, mais ça n'a en général aucun intérêt médical, sauf bien sûr dans le cadre d'une grossesse qui a un problème de santé. Ensuite, oups, machine arrière. Ouais, merci. Alors, on a l'entretien individuel en couple. Donc ça vous sera proposé en début de grossesse. On aime bien l'avoir à peu près au niveau du 4e mois, c'est-à-dire vous entamez votre 2e trimestre et c'est un entretien qui va vous permettre d'aborder des sujets que vous voulez avec la sage-femme. En général, c'est une sage-femme hein, qui va faire cet entretien, soit celle qui vous suit, soit une autre, une libérale, qui ne vous suit pas, mais qui peut vous accompagner à ce moment-là. Ça permet vraiment d'aborder beaucoup de sujets, parce que le corps médical a en général très peu de temps à aborder, et c'est vrai que c'est important de pouvoir aborder toutes les questions. Pendant votre grossesse également, vous seront proposées 7 séances de ce qu'on appelle la préparation à la naissance et à la parentalité. Ce sont des séances qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Parfois elles se font en couple, parfois elles se font en groupe. Vous n'êtes jamais obligé d'en faire 7. Si vous en voulez que 3, vous n'en avez que 3. Si vous en avez 4, bon, d'accord, c'est pas une obligation, au maximum 7. Pareil, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça permet d'aborder beaucoup de sujets qui ne seront pas abordés lors des consultations classiques. La consultation avec l'anesthésiste, ça c'est fondamental. Vous savez que, alors vous êtes peut-être certains d'entre vous, certaines surtout, suivis par quelqu'un à la maternité de l'hôpital. Hein. Vous savez que pour nous, on n'a plus qu'un seul lieu d'accouchement. Ici sur l'Ouest Audois, c'est la maternité de l'hôpital. Donc il faut absolument avoir un anesthésiste. Donc pour les personnes qui ne sont pas déjà suivies sur l'hôpital, eh bien, il faut y penser. Hein, si vous êtes suivi par une sage-femme libérale ou par votre généraliste, ou par les services de PMI, il faut penser à prendre un rendez-vous vers le 8e mois de grossesse, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va accoucher. Et il est important de voir un anesthésiste, d'une part pour pouvoir poser toutes les questions qu'on a sur la péridurale, si on en a, et d'autre part pour que l'anesthésiste vous connaisse. C'est très important, parce qu'on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir, et il faut être prêt. Donc le jour de l'accouchement, c'est pas le moment de savoir si vous avez une dent sur pivot ou je ne sais pas quoi. Donc l'anesthésiste, il ne faut pas croire que c'est que pour la péridurale. C'est pour la péridurale et au cas où il fallait vous endormir, on ne sait jamais ce qui peut se passer, une éventuelle urgence. Donc c'est fondamental.
La deuxième chose, c'est le rendez-vous avec quelqu'un qui travaille sur votre lieu d'accouchement. Donc nous, on n'en a qu'un. Même si vous êtes suivi par quelqu'un qui est tout à fait compétent, il est essentiel également que l'équipe qui va vous prendre en charge lors de votre accouchement vous connaisse. Et pour ça, au 8e mois de la grossesse, il vous faut prendre un rendez-vous, soit avec une sage-femme, soit avec un des obstétriciens de la maternité, de façon à ce que votre dossier soit là, ils aient prévu, et c'est lors de cette consultation que cette personne de la maternité vous dira « Bon, vous pouvez retourner voir la personne qui vous suit habituellement au 9e mois, ou non, on a des doutes sur ci ou ça, et nous, on préfère que vous continuiez d'être suivi chez nous sur la maternité d'hôpital. » D'accord? Mais sinon, le 8e mois, ça suffit. Si tout va bien, un seul contact avec la maternité suffit. Ensuite, pour vous aider dans tout ce dédale, un carnet de maternité va vous être envoyé. Normalement, il doit vous être envoyé rapidement. Il est envoyé par nos services du Conseil général. Et il devrait vous arriver, si on a les bonnes adresses, courant du 4e mois. Si tout va bien, ça doit être à ce moment-là. Et là, vous verrez que toutes ces démarches sont reprises. Vous avez des adresses, vous avez des informations sur certaines maladies, sur certaines choses à faire, à ne pas faire. D'accord? Très souvent, c'est un document qui n'est pas utilisé par le corps médical, malheureusement. Mais c'est un document qui est extrêmement intéressant. Je vous conseille vraiment, si vous l'avez reçu, de le lire. Il y a beaucoup d'informations. Préparez votre accouchement, c'est toujours bon. Alors, donc, contactez l'endroit où vous allez accoucher. Comme je vous le disais, nous, on n'a qu'un seul endroit, c'est la maternité d'hôpital de Carcassonne. Il est toujours utile de contacter, mais de toute façon, vous êtes face à un hôpital public, donc vous serez de toute façon accueilli, quoi qu'il arrive, que vous soyez déjà présenté ou pas, mais c'est mieux de le faire. Faire le double de vos examens biologiques et conserver à la maison, ça c'est un conseil d'ordre pratique, parce qu'il peut arriver que votre dossier s'égare ou des choses comme ça. Donc le fait d'avoir chez vous précieusement de côté ce qui vous concerne est toujours intéressant. Ensuite, contactez votre organisme complémentaire habituel pour savoir s'il prend en charge au niveau des chambres particulières ou autres. Les entretiens, donc j'en ai parlé, c'est vraiment, je reviens là-dessus, mais c'est très important. Il y a des choses qui peuvent être abordées, qu'on n'abordera pas en consultation. Je m'étends un tout petit peu parce que souvent des gens disent « mais non, moi j'ai Internet » ou je ne sais pas quoi. Bon, d'accord, certes il y a Internet, mais comme il y a un plombier, il peut écrire n'importe quoi sur Internet en disant qui est sage-femme, personne ne le saura. Là, vous avez des professionnels de la maternité qui sont à votre écoute, qui sont à votre service. Donc vraiment, profitez-en, vous avez de la chance. Donc je pense qu'on peut aborder des choses, si jamais il y avait une urgence, si jamais il y avait des choses comme ça, parce que quand on n'a pas été préparé, c'est extrêmement stressant. Donc profitez de ces échanges que vous pouvez avoir avec des professionnels. Les quelques conseils pour une grossesse sereine. Alors les médicaments, je pense qu'effectivement vous êtes tous sensibilisés de ne pas prendre n'importe quel médicament, même des médicaments dits sans ordonnance. Il peut y avoir des produits toxiques ou des produits déconseillés pendant la grossesse. Donc n'hésitez pas, surtout prenez conseil auprès de votre médecin, auprès de votre pharmacien, mais faites attention. Au niveau à contrario, on peut se soigner pendant la grossesse. En particulier, on peut se soigner les dents. Je le dis parce que très souvent, on va dire « Ah, mais moi je suis enceinte, je peux me soigner les dents ». Bien au contraire, puisque vous savez que, pour celles qui ont déjà eu des grossesses ou qui sont avancées dans la grossesse, très souvent on a des problèmes dentaires ou de gencives. On est tout à fait en droit de se faire soigner, quel que soit le soin, par son dentiste. D'accord ? Il y a simplement un ou deux produits qu'il ne pourra pas utiliser, mais le dentiste est parfaitement. Mais vous pouvez avoir tous les soins que vous voulez, d'accord? De la même façon qu'on peut se faire opérer, on n'espère pas, mais enfin si jamais il y avait besoin, on est tout à fait dans la possibilité de se faire opérer pendant la grossesse. Les activités. Il est essentiel de ne pas rester assis sur sa chaise et de ne pas rester couché quand on n'est pas obligé par le corps médical, bien évidemment. Il vous faut faire des activités, genre la marche, la piscine, des choses comme ça. Ce qu'il faut éviter, c'est porter des charges lourdes, faire des efforts qui sont extrêmement violents, avec des à-coups, vous voyez, genre jouer au tennis, faire un tournoi, faire de la course à pied, des choses comme ça, bien évidemment. Si vous faites du ski, allez-y mollo parce que le centre de gravité n'est pas le même, et puis si vous tombez, vous risquez quand même de vous blesser. Donc il faut être dans le raisonnable, mais il faut en faire. Ensuite, j'insiste, parce que quand vous êtes enceinte, j'en vois déjà deux, il faut passer de ce côté-là. Alors, la position assise, il ne faut pas vous croisiez les jambes.
Parce que pourquoi? Pourquoi? Non, c'est un conseil, parce qu'on a été habitué à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que quand on est enceinte, eh ben, on a les veines qui s'abîment. Hein. Chacun sait, et on a des pieds qui vont gonfler, et nos pauvres veines, elles sont déjà bien fatiguées. Quand on s'assoit et qu'on croise les jambes, on les écrase un petit peu plus, et moralité, on les abîme encore plus, et on augmente les risques d'avoir des complications au niveau des veines. Donc il faut vraiment penser à aller contre ce qu'on vous a appris toujours, les femmes, les gens vont bien l'une sur l'autre, surtout pas pendant la grossesse. En dehors de la grossesse, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, l'alimentation équilibrée, la prise de poids modérée. C'est fondamental. Une prise de poids, elle doit être aux alentours de 9 kg pour une grossesse normale. Pas plus, pas moins. 9 kg. Bon, si on a un peu moins, c'est pas grave. Si on a un peu plus, c'est pas grave non plus. Mais c'est dans cet ordre-là. D'accord ? Sauf, bien sûr, dans certains cas où on a des problèmes de santé qui font que c'est de l'eau, comme on dit. Hein, d'accord ? Mais sinon, il faut faire très attention à la prise de poids qu'on va prendre. En particulier au tout début de la grossesse, parce qu'on s'est aperçu que si on prenait énormément de poids au cours du premier trimestre de la grossesse, eh bien ça va avoir un impact important, avec une possibilité d'entraîner un risque de surpoids chez son enfant. Donc c'est vrai qu'on est parfois un petit peu euphorique, on est enceinte, oh, je prends du poids, c'est pas grave, je suis enceinte. Erreur, c'est pas si facile de le perdre après, et c'est pas toujours bon, mais pas souvent bon pour soi et pour son bébé. Donc attention à ça. N'hésitez pas quand vous êtes en consultation, en particulier avec une sage-femme qui aura le temps, hein, que ce soit celle de PMI ou celle de Libéral, d'aborder le sujet de l'alimentation. Ensuite, bien évidemment, des ennemis, tout le monde les connaît, enfin j'espère, l'alcool, le tabac, la drogue et les produits toxiques. Alors, l'alcool, on sait que c'est extrêmement toxique, ça donne des grosses malformations, ça donne de gros soucis au niveau du développement, en particulier neurologique. On sait également que si on abuse ou même de produits type alcool, drogue en fin de grossesse, on augmente énormément le risque pour l'enfant d'être plus tard dépendant de produits. Donc il faut vraiment, quelquefois c'est difficile, mais il faut se dire que on est deux et que votre bébé il a droit à toute votre attention. Si vous avez un problème de cet ordre-là, n'hésitez pas à en parler. Il y a des produits pour vous aider, hein, pour le tabac, pour la drogue, pour l'alcool également. Il y a des accompagnements, que ce soit au niveau médicamenteux, mais au niveau aussi de l'accompagnement par des personnes. Les produits toxiques, on s'aperçoit que malheureusement, il y en a de plus en plus dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on respire. Alors, il y a parfois des grandes campagnes, comme par exemple pour le bisphénol, je pense que tout le monde a eu cette information, hein, qui sont au niveau des plastiques, hein, donc de ne pas faire réchauffer dans des plastiques, au micro-ondes, des choses comme ça, je pense que tout le monde ça a eu, hein, c'est fondamental. Après, il y a tous les produits toxiques que vous pouvez avoir dans l'alimentation, avec les engrais, les ci, les là. Donc il faut vraiment, il y a beaucoup de choses dont on s'apercevra beaucoup plus tard, parce qu'il faut du temps. Mais effectivement, faites très attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Et évitez, bien évidemment, de boire et de fumer. Le moment venu, le départ à la maternité, bien évidemment, pensez à amener votre carte de groupe sanguin, votre carte vitale et votre dossier maternité, ainsi que la valise que vous aurez préparée avec soin. Normalement, sur le département, on a ce qu'on appelle un dossier informatisé. C'est-à-dire qu'on a dû, pour la plupart d'entre vous, vous demander l'autorisation en début de grossesse d'ouvrir ce dossier informatisé, qui n'est bien sûr qu'à usage réservé aux professionnels qui peuvent vous suivre pendant votre grossesse, de façon à ce que toutes les informations soient là. Mais il est essentiel, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, que vous ayez tout à la maison, de façon à pouvoir l'apporter et que tous les éléments soient en possession de l'équipe qui vous accueillera. On ne sait jamais, les pannes informatiques, ça existe. Et on est bien embêté dans ces cas-là. Bébé est arrivé, enfin, la déclaration de naissance. Donc pensez-y, on peut la faire de façon anticipée. Donc si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas une filiation qui s'établit pour le père, hein, automatiquement. Et donc il faut que chacun des parents ou l'un des deux le reconnaisse. Ça peut être fait dans n'importe quelle mairie, même pendant la grossesse. Et si vous êtes marié, votre enfant doit être déclaré dans les 3 jours qui suivent sa naissance à la mairie du lieu de naissance. Il faut savoir que dans la plupart des cas, c'est fait par la maternité. Hein. Ils ont un système, un service administratif qui vous évite cela. Ensuite, donc, votre séjour à la maternité, bien évidemment, vous aurez une équipe, hein, qui va s'occuper de vous et de votre bébé. Et donc, il y aura des tests de dépistage qui seront faits. On pique le bébé au talon, on fait
ça sur un genre papier buvard. Et donc il y a des maladies d'ordre génétique qui vont être dépistées de façon à s'assurer que votre enfant n'en est pas porteur. L'allaitement. L'allaitement, c'est un choix. Et il y a deux possibilités. Soit un allaitement maternel, donc on sait que c'est très intéressant pour l'enfant puisque ça va le protéger des infections, en particulier gastro-intestinales, dans une moindre mesure des infections ORL et respiratoires, puisqu'il va bénéficier de toute votre immunité, si on peut dire. Ça aide également à prévenir l'obésité et c'est ce qui est quand même le plus adapté. Dans ce cadre-là, peut-être vous le savez, mais tous les ans, hein, au mois d'octobre, la 3e semaine d'octobre, il y a une semaine mondiale de l'allaitement et il y a souvent des événements qui sont organisés sur les principales villes du département. Mais vous pouvez également choisir le biberon, puisque la plupart des laits maternisés sont aujourd'hui parfaitement adaptés, heureusement, aux besoins nutritionnels. Simplement, il faut veiller à bien nettoyer le biberon, les accessoires et l'entourage du bébé, et surtout, bien évidemment, de vous laver les mains quand vous préparez et quand vous donnez le biberon. Juste une parenthèse, je pense que vraiment, il ne faut pas se focaliser. Le mieux, c'est ce que vous avez choisi. Il faut mieux donner un biberon avec le sourire que le sein avec la grimace. Votre bébé, c'est fondamental pour lui le relationnel qu'il va avoir avec la maman. Et si vous n'êtes pas dans le regard avec votre enfant, si vous n'arrivez pas à entrer en contact avec lui, ça va le gêner pour son propre développement. Donc il faut bien mieux être tranquille avec un biberon et lui sourire en même temps, que de donner le sein, dire oui, on m'a dit absolument, il faut donner le sein, et tout et tout. Si c'est votre envie du sein, donnez le sein, c'est vraiment excellent. Mais si vous ne vous sentez pas, si vous n'avez pas envie pour des raisons qui vous sont propres, eh bien, il faut mieux donner vraiment le biberon avec le sourire. Le contact que vous aurez avec votre enfant, j'insiste là-dessus, quand vous donnez le biberon, c'est essentiel que vous ayez contact avec votre bébé. C'est pas je regarde la télé en donnant le biberon. Non. C'est je regarde mon bébé, je communique avec lui. D'accord ? C'est fondamental, c'est pour le développement de votre enfant. Le retour à la maison. Comme on vous a dit, la CEPAM a mis en place un programme Prado. Le Prado, donc, on a des critères qui sont d'éligibilité au Prado et des critères d'exclusion. Donc tout dépend si vous avez un enfant, 2 enfants ou plus, si vous avez des petits-enfants, si vous étiez malade, si vous étiez un point pendant votre grossesse. Donc dans certains cas, vous pouvez bénéficier d'une sage-femme à domicile, dans certains cas, non. Les services que je représente du Conseil général et donc de la PMI, depuis tout temps, on propose une visite par ce qu'on appelle une puéricultrice. Donc la puéricultrice, c'est une infirmière qui est spécialisée au niveau des enfants. Et une puéricultrice qui pourra venir à votre domicile. Alors, vous risquez très probablement de recevoir ce qu'on appelle une lettre de mise à disposition. Ce n'est pas une obligation, c'est pour vous dire, on est là, si jamais vous voulez qu'on passe, on vient. Ça n'est pas une opposition ni un combat avec la sage-femme du Prado. Je pense qu'il y a un binôme qui est à trouver et qui est important, puisque le suivi Prado, c'est un suivi extrêmement restreint sur le temps, après votre accouchement, alors que le service dit de PMI, c'est un service qui a été mis en place pour accompagner jusqu'à l'âge de 6 ans vos enfants. Donc, après, le service de PMI est toujours là. Ça n'a pas la connotation, quelquefois on pense que c'est que les gens avec des cas sociaux, des trucs comme ça. Ça n'est pas vrai, tout le monde est bienvenu en PMI. Ça peut vous donner un soutien, répondre à vos questions, temporaires ou pas, comme vous voulez. Donc, c'est important. Dans certains cas, il y aura, la puéricultrice prendra contact avec vous. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'elle a été, en général, sollicitée par le service de pédiatrie de la maternité. Votre bébé peut avoir, par exemple, fait un séjour pour une raison X ou Y à la pédiatrie, un court séjour. Et dans ces cas-là, ils vont nous appeler. C'est pas que la PMI veut mettre. Vous voyez, quelquefois, on se dit que jusque-là, non. C'est simplement pour se mettre à disposition. Vous êtes toujours libre d'accepter ou de refuser une proposition. Pour vous, mesdames, il est essentiel, après l'accouchement, de faire ce qu'on appelle la visite dite postnatale. La visite postnatale, elle se fait généralement entre 6 semaines et 8 semaines après l'accouchement. Si vous avez une césarienne, très sûrement vous en aurez une avant, un petit peu précocement, mais sinon c'est 6 à 8 semaines après. Essentiel pour 2 raisons. La première, c'est de savoir que vous allez bien, c'est important. Deuxièmement, d'envisager votre contraception, parce que peut-être vous n'avez pas envie d'avoir un enfant dans les mois qui suivent, et donc c'est un sujet à aborder. Et le 3e sujet à aborder, ça va être ce qu'on appelle le périnée.
il arrive pendant la grossesse qu'on se mette à perdre les urines. Ça arrive, pour le moindre effort. Bon, pas d'inquiétude, c'est simplement que notre corps se modifie, les ligaments sont beaucoup plus souples, il y a des pressions qui s'exercent qu'on n'a pas habituellement, et c'est pour ça qu'on a des fuites d'urine. Mais il arrive aussi qu'après l'accouchement, le corps ne récupère pas tout, et on continue d'avoir ces petites gènes, ou ces grandes gènes, et l'examen qui vous sera fait va permettre d'analyser votre périnée, de savoir si vous avez besoin ou pas de rééducation du périnée. Il y a des femmes qui n'ont absolument pas besoin, qui ont un excellent périnée, sont rares, mais ça peut arriver. La plupart des femmes en ont besoin, et donc vous avez 10 séances de rééducation du périnée qui peuvent vous être proposées, qui sont faites en général par une sage-femme, qui peuvent être faites par un kiné. Si vous avez recours à un kiné, il faut vraiment vous assurer que ce kiné est, comment dirais-je, familier de cette pratique. C'est très très particulier la kiné du postpartum. Et c'est pris en charge bien évidemment par la sécurité sociale. Dans cette fameuse kiné je vous conseille quand même, quoi qu'il en soit, hein, si vous en avez besoin, de au moins commencer avec les personnes qui savent. Ensuite, il y a des dispositifs médicaux qui ont été créés pour vous permettre de vous auto-rééduquer. Mais il est, à mon avis, essentiel de commencer avec les personnes qui vont voir ce que vous faites mal, alors qu'une petite machine que vous maniez vous-même, c'est pas pareil. Le suivi médical de votre bébé, eh bien, comme vous le savez, il est important que votre bébé soit suivi. Il y a 9 examens obligatoires au cours de la première année, 3 examens au cours de la deuxième année, et ensuite un examen tous les 6 mois au cours des 4 années suivantes. Bien sûr, tous ces examens-là sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Je fais une petite parenthèse pour signaler qu'au niveau de la PMI, il n'est jamais demandé d'argent, et que vous ayez une couverture sociale, pas de couverture sociale, peu importe, jamais, il vous sera demandé d'argent. Donc je le dis aussi pour les femmes qui sont enceintes, ou peut-être vous en connaissez dans votre entourage, tout ce qui est suivi de grossesse, que ce soit échographique, que ce soit examen biologique, si vous n'avez pas de couverture sociale, le Conseil général les prendra en charge. Ce n'est pas une information qui est toujours connue, peut-être ce ne sera peut-être pas utile pour vous, mais ça peut être utile pour des gens que vous connaissez ou que vous rencontrerez. Le carnet de santé de votre enfant, eh bien, vous en aurez un délivré à la naissance, par la maternité. Pareillement, il est préparé par le Conseil général. Donc il y a tout un intérieur qui est le même nationalement parlant, et quelques pages qui sont propres à notre département, et qui donc peut vous accompagner pour certains jusqu'à l'âge adulte. Il y a des gens qui gardent leur carnet pendant très longtemps, et qui est important puisque ça va permettre à différents professionnels de santé de savoir ce qui a été fait au niveau de votre enfant. Parce que quelquefois on déménage, ou on change de personne qui va suivre son enfant, ou on est en urgence pour quelque chose. Le carnet de maternité permet à la personne qui vous accueillera de savoir ce qui se passe. La vaccination, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a des vaccinations qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. Pour que votre enfant puisse entrer dans une collectivité, que ce soit une crèche par exemple, eh bien, il vous faut simplement la vaccination diphtérie, tétanos et polio, DTP. C'est la seule vaccination actuellement obligatoire au niveau des enfants. Comment faire dormir votre bébé? C'est important, hein. On a eu beaucoup de modes, donc maintenant on sait que le meilleur c'est sur le dos. Il ne faut pas être dans une pièce surchauffée, 19 degrés, c'est largement assez. Et éviter tout ce qui est les draps, les couvertures, les couettes, les draps, les tours de lit. À un moment, on en mettait beaucoup, des choses comme ça, qui sont des possibilités d'étouffement du bébé. Hein. Donc, il faut mieux la bonne turbulette, comme ça, il bouge comme il veut. Il ne risque pas de se mettre dedans. Attention au chauffage d'appoint. Il y a des gens qui ont des chauffages parfois au gaz, ou il peut y avoir des émanations, et ça peut être dangereux, voire toxique pour le bébé.